Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur l'une des chroniques de la ruine. Ce sont des histoires courtes qui sortent sur Warhammer Community, qui semblent sortir avant chaque livre de bataille, et qui offrent le point de vue de la faction par rapport aux événements récents de la Malruine. À la base, elles sont en anglais, mais je les ai traduits. Je vais donc les lire après avoir apporté un contexte et présenté les personnages, et ensuite je vais apporter une analyse et des commentaires où je le trouve pertinent. La chronique qu'on va couvrir ici est celle sur les Noirs Serments, dont le titre est Serment de haine. L'histoire se déroule à Verdia, dans la région du renouveau éternel de Ghiran, le royaume de la vie. Elle commence du point de vue d'Urkan, un jeune guerrier d'une tribu de Noirs Serments nommé les Crânes Serpents. Il se prépare à se lancer dans une bataille contre les guerriers de Sigmar. Ce fut un matin lumineux et clair à Verdian lorsque la tribu du Crâne Serpent trouva sa fin. Leur rang avait été réduit par les carnages vicieux des jours précédents. Urkan avait vu la plupart d'entre eux être abattus par les tirs sigmarites, mais c'était tout de même un choc de constater tant de visages absents. Keheg dominait, Malog, Sen'al H, les jumeaux d'Urg. La chef de guerre Vacha avait, d'une manière ou d'une autre, survécu à tout cela. Elle se tenait devant eux, maintenant, frappant sa hache contre son bouclier, en hurlant menaces et malédictions envers les carrés de soldats vêtus de rouge qui s'avançaient à l'autre extrémité de la vallée, regroupés sous la protection de leur machine de guerre imposante, comme des oursons sous leur mère. En temps normal, les Crânes Serpents n'auraient jamais affronté une telle force à découvert. Mais les jours où ils pouvaient tendre des embuscades aux convois lents et lourds étaient révolus depuis longtemps. Ils avaient ri alors devant les cadavres qu'ils laissaient pourrir dans les nids racinaires des arbres carnateurs, et devant le sang qui s'infiltrait dans le sol, nourrissant les vignes cadavres, jusqu'à ce qu'elles gonflent comme des sangsues. Ce premier frisson de victoire s'était estompé en un rêve lointain. D'abord, ils avaient perdu les abords de la forêt, puis les sources chaudes et les sentiers des hôtels. À présent, ils avaient les montagnes dans le dos, et devant eux, rien d'autre que des terres dévastées par l'artillerie. Les citadins pouvaient subir 1000 pertes et revenir moins d'une saison plus tard, avec 2 fois leur nombre. Ils voulaient à tout prix ces terres et leurs riches sources. Ils étaient prêts à tout pour les obtenir. Que Bilal leur vole la vue, Hurla la chef Vacha. que Seigneur Gulch noircisse leur chair et rende leurs os friables. Par le huiforme, je le jure, je mourrai avec le sang des Sigmarites sur mes lèvres. Urkan sentit une main sur son épaule et se retourna pour voir le sourire de Regget. La moitié gauche du visage de la femme avait été transformée en une masse luisante de brûlure. Et l'orbite vide de son œil continuait de suinter du sang. La douleur devait être insupportable, mais la grande guerrière semblait indifférente. Alors c'est là, prêt à battre quelques-uns avant de mourir, petit? Pas aujourd'hui. J'ai scellé mon pacte devant celui qui regarde dans la fumée. J'ai entendu sa réponse, Regget. Mon âme est perdue, mais j'aurai ma vengeance. Regget soupira. Ils ont déjà gagné, ils nous ont vidés de notre sang, et maintenant ils viennent finir leur tâche. Ils érigent les murs de leur grande cité sur les os de nos ancêtres. Ils l'appellent Espoir d'or. Écoute-moi, dit Urkan, en saisissant sa tête entre ses mains comme un étau. Il sentait le sang battre dans son crâne alors qu'il prononçait les mots. Écoute le pacte que j'ai scellé sous les yeux des dieux. Je verrai cette cité brûler. C'était une déclaration vaine et ridicule dans ce moment des plus sombres. Que représentait-il, sinon un jeune tueur à peine sorti de l'adolescence, avec pas plus d'une demi-douzaine de pierres de serment accomplies en son nom. Pourtant, lorsqu'il fit ce vœu, il vit qu'elle y croyait. Puis, les premiers tirs de canon emplirent l'air de métal hurlant. Sur leur gauche, Skell, le hacheur, disparut dans une éruption sanglante de chair et d'os. 2 autres guerriers s'effondrèrent, en hurlant et en tenant des moignons sanglants à l'endroit où leurs jambes avaient été. « Chargez !» hurla la chef de guerre, et chacun des Crânes Serpents poussa son propre cri de guerre en dévalant la pente douce vers les canons ennemis. D'autres boulets sifflèrent, et d'autres membres de la tribu furent réduits en pièces. Certains de ces projectiles éclatèrent dans une couronne de flammes rouges, brûlant la chair. À 50 pas, les mousquets grondèrent et les premiers rangs des membres de la tribu périrent en parfaite synchronisation, s'effondrant avec une étrange mollesse désarticulée qui marque ceux qui sont morts bien avant de toucher le sol. « Mort au lâche de Sigmar !» hurlaient les serpents crânes, mais leur défi fut noyé par la 2e salve des Sigmarites. Lorsque les survivants atteignirent enfin la ligne des soldats vêtus de rouge et de noir, moins d'un tiers d'entre eux restaient debout. Puis vint le carnage au corps à corps. Et ici, au moins, les Crânes Serpents prirent l'avantage, gonflés par la puissance des serments et une rage furieuse.
Ils frappèrent, leurs haches tranchaient des coups et éventraient, tout en brisant les armes des Sigmarites en éclats. Urkan chantait le nom de celui qui regarde dans la fumée, et dans le sang qui jaillissait de ses ennemis, il crut apercevoir le visage aviaire de cette divinité capricieuse. Elle semblait ricaner et l'encourager à continuer. Le bras gauche de la chef Vacha était réduit à un moignon sanglant. Elle hurlait comme une folle, alors qu'elle écrasait le crâne d'un homme qui se débattait avec le bord de son bouclier. Reget criait quelque chose d'incompréhensible, tout en brandissant une masse informe de chair qui aurait pu être la tête d'un ennemi décapité. Les citadins jetèrent leurs fusils et s'enfuirent en désordre. Ivres de carnage, les crânes serpents rugirent leur triomphe et poursuivirent. Mais à ce moment-là, chaque canon de la vallée était braqué sur leur position. Une tempête de mort les enveloppa. Les corps se désintégrèrent sous l'incroyable concentration de projectiles. L'air était rempli de feu, de fumée et de sang. Urkan sentit un impact briser son coude, puis une autre balle lui arracha l'oreille droite. Il s'effondra à genoux, et peut-être est-ce cela qui lui permit de survivre à la canonnade, alors que ses compagnons étaient anéantis autour de lui. Le sol trembla. Depuis la fumée soulevée par des centaines de mousquets, le fort de rouage ennemi émergea, dominant le champ de bataille tel un titan mythique. La forteresse ambulante s'arrêta, et son terrible grincement s'éleva alors que les engrenages tournaient et que les obus étaient mis en position. De ces tours jaillirent une masse de traînées fumantes, tourbillonnant dans les airs avant de frapper au sol. L'explosion enveloppa le champ de bataille de flammes, et Urkan sentit la chaleur brûlante de l'impact lui cloquer la peau un instant avant qu'une onde de choc ne le soulève et le projette à 20 pieds de là. Il atterrit dans un cratère d'obus rempli d'eau glaciale et fétide. La violence de l'impact menaça de le faire perdre connaissance. Il glissa sous la surface. À travers le liquide saumâtre, il vit d'autres boules de feu éclore et sentit les tremblements des tirs de canon. Agrippant une motte de boue, il se hissa hors de l'eau, toussant et crachant, alors qu'il essayait de respirer malgré ses poumons meurtris. Quelque chose tomba dans le cratère, le frappant avec une telle force qu'il fut submergé une fois de plus. Alors que l'eau se troublait de boue et de sang, il croisa le corps sans vie de Reget, fendu par un éclat d'obus qui lui avait traversé le front. La rage et le chagrin l'envahirent, et il tenta de crier. L'eau âcre s'engouffra dans ses poumons. Il sentit ses forces l'abandonner, tandis qu'il luttait pour se dégager du cadavre de son ami. Alors que les ténèbres l'envahissaient, il était prêt à mourir et à rencontrer le sort qui l'attendait dans l'au-delà. Mais c'est alors qu'il entendit clairement le murmure dans son esprit, une voix qui resterait avec lui pour le restant de ses jours. 60 ans plus tard, des flammes invoquées firent fondre la pierre sacrée jusqu'à ce qu'elle coule comme de l'eau. Et dans un rugissement grondant, le premier mur s'effondra. Un immense nuage de fumée et de cendres s'éleva dans les airs. Combiné à la lumière des incendies qui ravageaient Espoir d'Or, cela teintait le ciel d'un rouge sombre et menaçant. Les défenseurs se précipitèrent vers la brèche, s'efforçant de se mettre en formation castellane, sous les ordres vociférés de sergents couverts de suie. « Guerriers de Sigmar !» cria le maréchal Orvis Cade en conduisant sa monture derrière la ligne de bataille. « C'est votre foyer. Vos grands-parents ont bâti ce sanctuaire de leur sang et de leur labeur. Ils ont arraché cette terre des mains des adorateurs de la ruine et des sacrificateurs de sang, et ils l'ont purifiée par la force de leur foi. Quelle sera votre propre légende, soldats de Sigmar? Laisserez-vous la cité tomber, ou défendrez-vous chaque pierre, et tuerez-vous tout ce qui osera franchir cette brèche ?» Les rugissements pleins de ferveur qui répondirent aux paroles de Cade prouvèrent que ses troupes n'avaient pas encore perdu leur esprit combatif. Et ce moral fut mis à rude épreuve lorsque les premières ombres émergèrent de l'ouverture jonchée de débris. La première fut une énorme masse de chair grisâtre, marquée de cicatrices et de crevasses. Un colosse cyclopéen serrant un énorme morceau de maçonnerie entre ses mains. Il fut accueilli par une volée d'armes à feu et hurla lorsqu'une partie de sa mâchoire éclata dans un geyser de sang et d'os. Chancelant, il lança son projectile rudimentaire. Les membres des guildes franches, si étroitement rassemblés, ne purent éviter l'impact. Le rocher écrasa le crâne d'un haut de fer et laissa deux autres hommes qui hurlaient, leurs os réduits en miettes. Le maréchal Cade poussa sa monture à travers un passage entre les lignes d'infanterie et saisit son pistolet dans l'étui qui se trouvait sur le flanc de son cheval. Et il tira, visant l'œil unique du géant. La fumée rouge de l'impact indiqua que la balle avait frappé la tente de la créature qui s'effondra morte ou mourante. D'autres silhouettes apparurent, le gigantesque guerrier aux épaules larges, vêtu de métal gravé de symboles qui firent monter un goût de bile acide dans la bouche de Cade et martelèrent ses tempes d'une douleur sourde.
Les balles éclatèrent contre ses armures de toutes parts, ricochant sur les boucliers et les gorgerins. Certains de ces monstres tombèrent, beaucoup d'autres rirent de ces tirs avant d'accélérer le pas, percutant la ligne des Hommes-Fer et refoulant sans relâche les Sigmarites. Cayde jura, comprenant que l'issue de la bataille dépendait de leur capacité à tenir les portes. « À moi, cavalier !» cria-t-il, et ses cavaliers d'élite se formèrent derrière lui en une colonne de métal et de chevaux. Ils chargèrent sur le flanc des adorateurs du chaos, balançant leurs masses et frappant avec de lourdes épées, utilisant le poids de leurs montures dressées pour renverser les guerriers dans la boue et les piétiner. Ils en tuèrent beaucoup dans cette charge, mais la densité des ennemis était telle que leur élan s'épuisa vite. Alors, des lames gravées de runes surgirent, poignardant les cavaliers au ventre ou sur les flancs. Des mains gantées arrachèrent des cavaliers de leur monture pour les massacrer. Le maréchal exhorta ses soldats à continuer le combat. Il hurla jusqu'à en perdre la voix, ses cris couvrant le fracas assourdissant de l'acier et le tonnerre des tirs. Malgré son coup sanglant, la charge avait freiné l'avance de l'ennemi. En voyant leurs chefs se battre, hommes et femmes au bord de la panique retrouvèrent leur courage. La journée semblait pouvoir être sauvée, puis Cayde aperçut la monstruosité reptilienne qui se dirigeait vers lui, avec sur son dos un cavalier si richement orné de cornes dorées qu'il ne pouvait s'agir que d'un chef de guerre. Cayde tenta de manœuvrer pour parer l'attaque, mais la mêlée était trop chaotique, et sa monture fatiguée et ensanglantée par de profondes entailles ne répondait plus. L'ennemi balaya négligemment le sabre de Cayde avec sa hache, avant de lui enfoncer l'arme dans l'épaule. L'os éclata dans un bruit humide. Une douleur aveuglante fit lâcher les rênes au maréchal, et il sentit son bras se détacher alors qu'il glissait de la selle pour s'écraser sur le sol froid et humide. Combien de temps il resta là, tordu par l'agonie, il ne saurait le dire. Son bras avait été tranché et il s'était sûrement fendu le crâne dans la chute. D'une manière ou d'une autre, il ne fut pas piétiné à mort par les guerriers et les chevaux paniqués. Finalement, la bataille s'éloigna de lui. Les défenseurs d'Espoir d'Or s'étaient repliés plus profondément dans la ville en voyant le maréchal tomber. Des hurlements et des rires résonnaient autour de lui, et Cayde ne pouvait que fermer les yeux et écouter cette cacophonie d'horreur. « Tu t'es bien battu pour un rejeton de Sigmar. » C'était une charge audacieuse. Cayde ouvrit les yeux et fixa le visage du guerrier qu'il avait terrassé. Le cavalier sur sa bête était entouré d'une vingtaine de gardes du corps, des hommes gigantesques, chacun couvert de la tête aux pieds de sang et d'immondices. Le chef de guerre éperonna les flancs de sa monture reptilienne et celle-ci s'avança, dominant le maréchal. Elle laissa couler de longs fils de salive fétide qui traçaient des sillons corrosifs sur sa cuirasse. La gueule béante de la créature était remplie de dents noires, et entre ses crocs pendaient des morceaux de chair en décomposition. L'odeur était insupportable. « Vous pouvez nous tuer » haleta Cayde. « Mais ceci est notre terre, c'est le domaine du dieu roi, et vos dieux ne régneront jamais ici. » Le cavalier le fixa un instant, puis éclata de rire. Les autres guerriers ne partagèrent pas cet humour, jetant sur le maréchal des regards chargés d'un mépris meurtrier. « Votre terre » répéta enfin l'homme. « Vous savez, parfois j'oublie à quel point la mémoire des hommes est pitoyable. 2 générations, est-ce tout ce qu'il faut pour que le mensonge d'un dieu lâche ait l'apparence de la vérité ?» Cayde tressaillit lorsque l'horrible bête claqua des mâchoires à quelques centimètres de son visage. L'odeur était celle de viande pourrie et de bile acide. Le cavalier descendit de la selle dans un bruit de métal crissant. Une commande sifflée fit s'éloigner le reptile qui continuait de fixer Cayde avec un regard affamé, attiré par le sang qui couvrait son corps. Son maître s'agenouilla à côté du maréchal avant de retirer son casque, révélant son crâne grisonnant, couvert de poils ras et hérissés. Les yeux de l'homme étaient vifs et intelligents, mais l'œil gauche était déformé par une excroissance cornue qui jaillissait d'une tempe, tendant la peau de manière à ce qu'un côté de son visage ressemble à un masque grimaçant. En dehors de cela, Cayde fut choqué par l'apparence étonnamment normale de cet homme. Il semblait presque sain d'esprit. « Cette terre n'a jamais été la vôtre », dit le chef de guerre. « C'était le territoire des crânes serpents, jusqu'au jour où vos machines de guerre sont arrivées et les ont balayées par le feu et les balles. »« Et alors ?» cracha Cayde. « Vous pensez que cela va m'inspirer du remords? C'étaient des pillards et des meurtriers, comme tous ceux qui se prosternent devant les puissances de la ruine. J'ai combattu dans les marches sauvages. J'ai vu les horreurs de votre engeance, des camarades écorchés vifs, des bastions rasés, leurs occupants massacrés jusqu'au dernier. Nous aurions dû vous brûler tous. » La lèvre du chef de guerre tressaillit, esquissant ce qui pouvait être un sourire. « Mais vous avez échoué. En vérité, les vôtres ont fait de moi ce que je suis. Je vous en remercie.
Ce jour-là fut une bénédiction qui m'a mis sur le chemin du véritable pouvoir. Urkan, de la tribu des crânes serpents, n'était qu'un imbécile à moitié aveugle, titubant dans les ténèbres d'un monde qu'il ne pouvait espérer comprendre. Il se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui du maréchal. Tandis que Cade plongeait dans ses yeux gris, il y vit des lumières sombres qui y brillaient, apercevant les mondes d'horreur dont il avait été témoin. Il comprit que malgré son calme apparent, cet homme était fou. Une peur plus intense que la douleur s'empara du cœur de Cade. « Maintenant mes yeux sont ouverts », murmura celui qui avait été Urkan. « Et je suis ici pour accomplir un serment. » Il se redressa et remit son casque. « Emmenez-le », ordonna-t-il à ses guerriers. « Quand la ville brûlera, laissez cet imbécile brûler avec elle. » Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'elle a combiné beaucoup des éléments qui rendent les Noirs Serments intéressants. Déjà, on a clairement ce parallèle des natifs qui viennent se faire voler leurs terres par des colons. Ça apporte une thématique assez intéressante et ça rend le combat un peu plus ambigu. Les Noirs Serments ne sont pas juste des méchants serviteurs du chaos, mais sont un peuple qui défendent leur foyer. Et je trouve que c'est aussi un twist intéressant par rapport à leur équivalent de battle, les Norska, qui étaient certes des peuples qui vivaient dans des conditions difficiles et qui n'avaient eu d'autre choix que de servir les puissances de la ruine, mais dans leur cas, c'était eux qui allaient envahir l'Empire. Mais là, on a l'inverse avec les cités de Sigmar qui envahissent les terres des Noirs Serments. Ce qui rend la situation moralement floue. Les cités ne sont clairement pas dans leurs droits et on peut comprendre les motivations des Noirs Serments. Et encore plus si on prend un peu de recul par rapport à leur histoire. À la base, leur peuple était des natifs de ces contrées qui n'ont pas pu se réfugier à Azir lors de l'âge du chaos. Sigmar avait fermé les portes du royaume des cieux et les avait abandonnés. Ils n'avaient ensuite le choix que de mourir ou de servir les puissances de la ruine. Et après des siècles de survie acharnée, leurs anciens alliés sont revenus pour revendiquer les terres qu'ils avaient abandonnées. C'est vraiment ça la tragédie des Noirs Serments. Et cette histoire la transmet plutôt fidèlement. D'autres détails que j'ai trouvé intéressants est le fait que cette tribu de Noirs Serments vénère les dieux du chaos sous des aspects et des noms différents. Ça aussi c'est un détail assez fidèle, car les dieux du chaos ont réussi à s'immiscer en se présentant sous de faux aspects, ou en remplaçant des croyances et des divinités déjà établies. C'est notamment le cas d'une autre tribu de Noirs Serments de Giran, qui était les Crocs Brisés. Ils vénéraient un dieu animal nommé Nagendra, le père des serpents, qui a été peu à peu remplacé par des entités qui se présentaient comme ses enfants, mais qui étaient en fait des démons. D'ailleurs, les crânes serpents et cette tribu étant tous deux de Giran, et avec leur nom associé aux serpents, qui sait, ils pourraient avoir une origine commune. Un autre détail qui est intéressant à mentionner, c'est aussi la brutalité du combat. On a des tribus qui se font mettre en charpie par de l'artillerie et des machines de guerre immenses comme les forts de rouage. Et d'ailleurs, les voir mentionner encore une fois, combinées à toutes celles qu'on a pu voir dans les croisades et au fort, j'ai vraiment hâte d'en voir un modèle. Le dernier point que je voulais aborder est justement sur les cités de Sigmar. Leurs motivations sont compréhensibles, mais on voit qu'avec les générations, ils ont clairement modifié l'histoire. Et en même temps, comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. De leur point de vue, leurs actes sont vertueux. Ils sont là pour libérer les royaumes de l'engeance du chaos. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que leurs ancêtres, et ceux des Noirs Serments, ont tous été des victimes des puissances de la ruine. Peut-être même que dans certains cas, ils avaient les mêmes ancêtres. Et certains ont juste été plus chanceux que d'autres. Et c'est peut-être ça qui rend un peu cette dualité intéressante. Avec un peu moins de chance, les Sigmarites auraient pu devenir des Noirs Serments. Et inversement, avec plus de chance, ces derniers auraient pu se trouver de l'autre côté. Et pourtant, ils sont tous condamnés à s'entre-déchirer. Voilà donc pour l'analyse de cette chronique, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la petite cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et merci aux membres de la chaîne et aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Et aussi à ceux qui utilisent le lien partenaire dans la description, qui vous fait faire des économies jusqu'à moins 20% sur des produits autour de l'âge de Sigmar et du Wargame. Et d'une pierre deux coups, ça soutient aussi la chaîne. Merci pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.